J'ai une bibliothèque chez moi où mes ouvrages de référence sont classés par étagère. Donc en bas, j'ai les ouvrages qui parlent de sciences, au milieu de sciences sociales et en haut de philosophie et de philosophie politique en particulier. Et longtemps, j'ai pensé que les sciences sociales étaient un intermédiaire nécessaire pour faire dialoguer ces deux cultures, les humanités d'un côté, les sciences de l'autre. Et finalement, je me suis dit qu'un dialogue direct pouvait être établi entre ces deux domaines qui suscitent mon intérêt principal, à savoir les sciences et la philosophie politique, et qu'on n'avait pas besoin forcément de cet intermédiaire des sciences sociales, même si j'ai beaucoup d'intérêt pour les sciences sociales par ailleurs, et qu'en tant qu'analyse de systèmes complexes, que ce soit des systèmes naturels, des systèmes sociaux, des systèmes politiques, il y avait des caractéristiques communes, pas toutes, mais certaines caractéristiques communes qu'il était intéressant de comparer et de faire dialoguer. Donc effectivement, moi, ma formation initiale, elle est scientifique, principalement scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur, d'abord à l'école polytechnique, ensuite à l'école des mines de Paris. Mais c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par les humanités, par la philosophie. J'ai eu la chance, et les gens de ma promotion avec moi, d'avoir comme premier cours à l'école polytechnique un cours qui a été intitulé « Les deux cultures », qui parlait justement de ce dialogue nécessaire et cet enrichissement mutuel entre les humanités et la science. Et finalement, voilà, je me dis que j'ai eu de la chance. J'espère que dans d'autres écoles d'ingénieurs et dans d'autres formations supérieures littéraires, on a aussi à cœur de rapprocher ces deux cultures pour justement comprendre un peu ces deux faces essentielles du monde et de la réalité. Les sciences et la philosophie ont longtemps été intimement liées. On parlait d'ailleurs de philosophie naturelle pour les penseurs avant la révolution moderne, avant la révolution de Galilée. Les deux domaines étaient même, on peut dire, confondus. Ils ont eu tendance à se séparer, peut-être malheureusement à devenir de plus en plus hermétiques l'un à l'autre, ce qui a fait d'ailleurs qu'on a pu parler de deux cultures. Et il me semble que c'est un enrichissement pourtant de faire dialoguer à nouveau le plus possible la science et la philosophie, pas de manière gratuite, mais parce que finalement certaines des caractéristiques et des problèmes que les systèmes politiques ou les systèmes sociaux ont à résoudre sont comparables, ou en tout cas peuvent être similaires avec des problèmes que les systèmes naturels, eux aussi, ont à affronter. Il me semble assez difficile de réfléchir à certaines grandes questions de la philosophie politique, comme celle de l'ordre, du progrès ou des frontières, sans convoquer certains concepts scientifiques que sont celles d'entropie, d'évolution ou de membrane, par exemple. Il me semble que sans en faire des synonymes, loin de là, il y a des analogies qui peuvent être tirées, qui peuvent être instructives et amener à regarder la philosophie politique sous un jour différent. Il me semble qu'un des grands enseignements de la théorie de l'évolution, de la théorie de Darwin, c'est que les systèmes complexes ont une évolution qui est principalement contingente, qui est assez peu déterministe et assez peu providentielle, j'allais dire. C'était d'ailleurs un des grands débats entre Lamarck et Darwin. Est-ce qu'il y a une propriété immanente qui fait progresser les espèces, qui les fait évoluer, ou au contraire, est-ce que, et c'était bien l'approche que Darwin a pu défendre avec succès, est-ce que tout cela procède finalement d'un processus sans finalité? J'ai toujours été un peu gêné du coup, par analogie, avec les pensées politiques qui m'apparaissaient comme trop déterministes, trop providentielles. Que ce soit un progressisme qui va se retrouver dans l'idée d'un sens de l'histoire, d'une sorte de force qui nous pousserait, qui nous tirerait à travers les siècles, ou à l'inverse, avec une vision plus négative, qui nous dirait que nous sommes condamnés au déclin, à la décroissance absolue, à la déconstruction totale. Dans les deux cas, il me semble que ce sont des visions un peu trop directives, un peu trop providentielles, et qu'il faut redonner toute sa place à la contingence. Et donc, la contingence, ça veut dire aussi effectivement à s'intéresser à ce chemin plutôt qu'à la destination.
Effectivement, je suis assez attaché à la séparation des ordres, cher à Pascal, et il me semble que, en fonction des domaines de la connaissance, chaque discipline a ses propres caractéristiques. Le propre des mathématiques, ça va être le démontrable. Le propre des sciences physiques, ça va plutôt être le falsifiable, comme disait Karl Popper, le grand épistémologue. Le propre des sciences sociales, ça va être plus le plausible. On est sur des systèmes plus complexes, on ne peut pas faire des expériences répétées, donc c'est beaucoup plus compliqué de parler vraiment de falsifiabilité. La politique, bien entendu, va s'appuyer sur tous ces domaines de la connaissance. Elle va s'appuyer sur les sciences sociales, elle va s'appuyer sur les sciences physiques. Mais quel est son propre? Et il me semble que le propre de la politique, c'est le contestable. C'est-à-dire ne pas chercher un vrai ou un faux, mais un souhaitable, à défendre un souhaitable. Et il y a quelque chose d'assez irréductible. On ne démontrera pas que ce souhaitable est le meilleur possible. Donc ça ne veut pas dire tomber dans un relativisme, mais en tout cas être toujours conscient que ce qu'on va défendre en politique ne sera jamais le résultat d'une démonstration mathématique. Prigogine essaye de répondre à une forme de paradoxe, c'est que la grande loi physique de l'univers, c'est ce qu'on va appeler le second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire que les systèmes évoluent vers un niveau d'entropie maximum, c'est-à-dire de désordre maximum, plutôt vers une forme de destruction des structures ordonnées. Et pourtant, quand on observe autour de nous, et notamment le vivant, on a l'impression au contraire d'un mouvement vers des formes de plus en plus organisées. Donc, est-ce qu'il y a une flèche du temps vers les choses de moins en moins organisées, ou au contraire une flèche du temps vers des structures de plus en plus organisées? Et ce qu'a montré Prigogine, c'était que certes, un système isolé devait bien évoluer vers la destruction de toute forme de structure, mais qu'en revanche, si on est loin de l'équilibre thermodynamique, si on est loin de l'équilibre, alors il est possible d'avoir des structures qui vont s'auto-organiser, qui vont être de plus en plus complexes. Pour être loin de l'équilibre, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour se mettre à distance de l'équilibre. C'est ce qu'on va faire quand on va mettre une casserole d'eau sur le feu et qu'on va allumer le feu en bas. Si on met suffisamment d'énergie, si on allume le feu suffisamment fort, les molécules d'eau vont commencer à s'auto-organiser, comme s'il y avait un peu un chef d'orchestre invisible qui allait faire des mouvements dans la casserole. Le vivant, de manière beaucoup plus complexe, bien entendu, cherche lui aussi à être à distance, à vivre à distance de l'équilibre, en se nourrissant, en prenant dans la nature des constituants qui lui sont nécessaires à sa propre préservation. Mais il y a un combat permanent pour rester à distance de cet équilibre. Et donc finalement, il me semble que c'est quelque chose qui doit être assez fondamental dans la pensée écologique, c'est de se dire que si on veut préserver cette complexité, des formes d'organisation complexes, on est obligé de se dire qu'on aura besoin finalement d'énergie pour nous maintenir à distance de cet équilibre qui, en fait, l'équilibre thermodynamique en biologie, ça a un nom très simple, ça s'appelle la mort du vivant ou la mort des sociétés. Donc si on veut éviter cet horizon funeste, ou en tout cas le retarder le plus longtemps possible, on aura besoin, en quantité suffisante et suffisamment durable, d'énergie pour nous permettre de vivre notre chemin à distance de l'équilibre. Ce qui est intéressant chez Charles Persisno, c'est qu'il est à la fois un scientifique, il a fait des études et même il a travaillé en recherche en sciences, et un écrivain populaire en Angleterre. Et en 1959, donc, il prononce une conférence intitulée « Les deux cultures », au cours de laquelle il va alerter sur cette incommunicabilité de plus en plus forte qu'il pressent, qu'il perçoit entre les humanités d'un côté et les sciences de l'autre. Et donc je vais lire un extrait de cette conférence. « Les non-scientifiques sont fermement convaincus que les scientifiques n'ont aucune conscience de la condition humaine et que leur optimisme est un optimisme de surface. Les scientifiques, de leur côté, croient que les intellectuels littéraires sont des gens aux vues courtes, singulièrement indifférents à leurs semblables, foncièrement anti-intellectuels et soucieux de réduire l'art et la pensée au moment existentiel. J'ai bien des fois assisté à des réunions de personnes qui, d'après les critères de la culture traditionnelle, étaient considérées comme très évoluées, et qui s'étonnaient toutes, avec beaucoup de verve, de ce que les scientifiques fussent si incultes. Il m'est,
en une ou deux de ces occasions, arriver de m'irriter de ses propos et de demander qui, de toute cette honorable compagnie, était capable de dire en quoi consistait la deuxième loi de la thermodynamique. Ma question jeta un froid dans l'assistance et demeura sans réponse. C'était pourtant, dans le domaine de la science, à peu près l'équivalent de la question « Avez-vous lu une œuvre de Shakespeare ?» C'est vrai que ce passage, et notamment sa conclusion, m'a beaucoup intéressé parce que finalement, la science et la culture scientifique va bien au-delà des équations, des nombres, des chiffres qu'on va spontanément mettre en avant quand on parle de science. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une culture scientifique avec des concepts qui ont une portée, de mon point de vue, beaucoup plus large que leur simple champ d'études strict. Et il est permis de faire dialoguer cette culture avec une culture littéraire ou philosophique. Dans l'autre sens, bien entendu, la culture scientifique elle-même a beaucoup à apprendre de points de vue qui sont non scientifiques. Donc je crois beaucoup à cet enrichissement. Je crois beaucoup que la vie n'est pas une équation à résoudre. Donc il n'y a pas on n'arrivera jamais au bout de l'élucidation et que ces va-et-vient entre la culture scientifique qui nous dit quelque chose de la réalité, qui nous dit quelque chose du monde, et les humanités qui nous disent quelque chose de ce que nous sommes, méritent d'être toujours regardés ensemble. Et quelque part, c'est ce qu'a réussi à faire Prigojine quand il parle de nouvelle alliance. Quelque part, il cherche à mettre fin au dualisme cartésien, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté un monde inanimé, déterministe, et de l'autre, un monde animé où les gens seraient totalement loués de libre arbitre, et comme si finalement ces deux choses coexistent dans l'univers, mais sans raison apparente. Ce qu'essaye de remettre en cause Prigojine, c'est à la fois le caractère sans doute trop simple de la physique classique newtonienne qui nous fait croire que le monde est déterministe et que le hasard n'a pas sa place dans le monde inanimé, et en même temps de reconnaître que, y compris notre conscience, notre libre arbitre, a un substrat matériel, et donc que l'opposition absolue entre ces deux mondes n'a sans doute pas sa place et qu'il y a certainement un continuum à rechercher, même si bien entendu chaque discipline a sa pertinence et qu'il n'y aura jamais une grande discipline qui écrasera les autres. Chacun gardera sa pertinence, mais sans frontières strictes. C'est vrai que quand on regarde, et notamment de l'actualité récente, on a l'impression d'un niveau général en sciences. Alors on parle beaucoup des classements en mathématiques. Les sciences ne se réduisent pas aux mathématiques, mais comme la nature est écrite en langage mathématique, pour reprendre Galilée, on ne peut pas faire l'impasse sur cette langue particulière et son appréhension par les jeunes générations. Et donc c'est vrai que le fait de voir les pays occidentaux, la France singulièrement, décrocher dans ces classements internationaux et beaucoup des pays asiatiques, au contraire, caracoler en tête, interroge. Snow, quand il a écrit Les Deux Cultures, lui, s'inquiétait d'un autre contexte, il s'inquiétait d'un enseignement supérieur britannique qui jugeait complètement daté et complètement à côté des révolutions techniques et scientifiques qu'embrassaient par ailleurs les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte de guerre froide, mais on est dans un autre contexte et on a à la fois besoin de sciences pour le progrès technique, pour la force de nos pays, de nos économies, mais on a aussi besoin de sciences comme une culture et comme une manière de voir le monde sous des angles intéressants. Sans doute pas suffisants, il y a des questions qui sont propres à la politique, propres aux organisations humaines, notamment des questions morales, où il serait à mon avis assez vain de chercher des analogies avec les systèmes complexes naturels sur ces questions-là. Mais il y a plein d'autres questions où, quand on s'intéresse à la taille des systèmes, à leur diversité, à la manière dont ils échangent et où ils se différencient de leur environnement, finalement, ce sont des questions que se posent tous les systèmes complexes. Enfin, nous, on se le pose consciemment, les systèmes naturels ne vont pas se les poser consciemment, mais en tout cas, ce sont des questions qui sont centrales et il y a un grand sens, à mon avis, à essayer de voir comment
différents types de systèmes peuvent apporter des réponses et voir si ça peut nous donner des clés d'inspiration sur la manière dont on voit la politique et l'organisation politique.